Alors, après avoir terminé le premier module qui portait sur l'introduction, n'est-ce pas, à la fiscalité internationale, maintenant, ici, nous allons développer le deuxième module de ce cours. Et ce deuxième module, c'est relatif tout simplement aux conventions fiscales internationales. Alors, on va commencer à donner la définition, voire même l'importance des conventions fiscales internationales. En parlant de la définition, on peut tout simplement dire une convention fiscale internationale, c'est un accord qui peut être soit bilatéral ou multilatéral signé entre deux ou plusieurs États afin d'éliminer la double imposition ainsi que de prévenir l'évasion fiscale internationale, mais également ça peut aider à réguler les droits d'imposition sur les revenus générés par des entités ou des individus dans plusieurs pays. Donc, une convention fiscale internationale est là pour chercher comment élaborer des clauses ou des dispositions qui vont éliminer la double imposition internationale, voire même de prévenir tout ce qui est comme évasion fiscale internationale, mais aussi ça peut réguler les droits d'imposition sur les revenus générés par des entités ou des individus dans plusieurs pays. Donc, ceci, c'est pour tout simplement éviter les conflits d'imposition. Il peut arriver à un certain moment, n'est-ce pas, il y a des revenus qui sont générés par des entreprises ou des individus qui œuvrent dans deux ou dans plusieurs États à la fois. Okay? Chaque pays aura besoin d'exercer sa souveraineté fiscale et dans ce cas, ça peut créer des conflits. Voilà pourquoi, pour essayer un peu de départager ces différents États, on peut élaborer également une convention fiscale qui va réguler les droits d'imposition sur les revenus générés par des entités ou des individus dans plusieurs pays à la fois. Alors, les conventions fiscales visent également à clarifier les règles fiscales applicables aux résidents, voire même aux non-résidents, exerçant des activités économiques à l'international. Après ça, on peut également vous montrer l'importance des conventions fiscales internationales. Premièrement, ça peut aider, comme nous venons de le dire, à éliminer la double imposition. Donc, les conventions fiscales permettent tout simplement d'éviter d'abord qu'un même revenu ne soit pas imposé deux fois, c'est-à-dire dans les pays de la source ainsi que dans les pays de résidence. En parlant du pays de la source, nous faisons allusion aux pays dans lesquels l'entreprise multinationale a réalisé les revenus. Et les pays de résidence, il s'agit ici des pays dans lesquels l'entreprise a son siège. Okay? C'est ce qu'on peut appeler les pays de résidence. Alors, la deuxième importance, c'est d'encourager les échanges internationaux. Et quand est-ce que cela peut arriver? C'est lorsqu'on a créé tout simplement un cadre clair et stable, lorsqu'il y a des dispositions qui sont claires et stables entre les États, moyennant évidemment une convention fiscale internationale. Mais également, les conventions fiscales facilitent les investissements étrangers ainsi que les échanges commerciaux transfrontaliers. Donc, si deux ou plusieurs pays sont déjà régis par une convention fiscale internationale, n'est-ce pas? Ces deux pays ou ces pays-là auront la possibilité de réaliser des transactions, n'est-ce pas, commerciales transfrontalières. Et cela va tout simplement aider ces pays à se développer ou à échanger paisiblement. Alors, on va également vous montrer la structure ainsi que le contenu d'une convention fiscale internationale selon les modèles de l'OCDE ainsi que selon les modèles de l'ONU. Maintenant, les conventions fiscales internationales suivent généralement une structure similaire et ça peut être inspiré soit des modèles proposés par l'OCDE ou soit par l'ONU. Maintenant, ces modèles servent tout simplement de base
n'est-ce pas, aux États pour négocier des accords fiscaux bilatéraux. Maintenant, premièrement, nous avons une convention fiscale selon les modèles établis par l'OCDE. Et ici, les modèles proposés par l'OCDE, c'est une convention fiscale, bien sûr, qui a été proposée par l'OCDE. Et ce modèle ici est beaucoup plus utilisé au niveau mondial. Et il s'adresse principalement aux pays développés et met l'accent sur la répartition des droits d'imposition entre les pays de résidence ainsi que les pays de source. Donc, ce qu'on peut retenir par rapport à ce modèle, c'est un modèle qui est beaucoup plus utilisé ou adressé aux pays qui sont déjà développés. Et ce modèle met l'accent ou bien insiste beaucoup plus sur la répartition des droits d'imposition entre les pays de résidence ainsi que les pays de la source des revenus. Donc ça, c'est le modèle de la Convention fiscale internationale selon l'OCDE. Nous avons ensuite le modèle d'une convention fiscale internationale selon l'ONU. Le modèle ici de l'ONU a été conçu beaucoup plus pour les relations fiscales entre les pays développés d'un côté ainsi que les pays en développement de l'autre côté. Donc, ce modèle essaye un peu de concilier les pays développés d'un côté ainsi que les pays en développement ou les pays soit en voie de développement ou les pays sous-développés. Et ce modèle offre davantage de droits d'imposition aux pays des sources. Donc, il s'agit d'un modèle qui donne beaucoup plus d'avantages d'imposition, ça accorde beaucoup, n'est-ce pas, des priorités en termes d'imposition aux pays dans lesquels la source des revenus est située. Et souvent, on prend les pays en développement. Là, on encourage beaucoup plus les pays en développement afin de soutenir tout simplement la mobilisation des ressources locales. Ça, c'est le modèle de l'ONU. Alors, vous allez me dire maintenant entre le modèle de l'ONU ainsi que le modèle d'une convention fiscale de l'OCDE, lequel peut être, n'est-ce pas, bénéfique pour les pays comme les nôtres, ici en République démocratique du Congo. Alors, on va également vous parler des contenus types d'une convention fiscale internationale. Donc, on va essayer de voir quels sont les éléments qu'on peut retrouver dans une convention fiscale internationale. Premièrement, nous avons les préambules. Presque dans toutes les conventions fiscales internationales, il y a les préambules. C'est ça, n'est-ce pas, le premier élément. Dans cet élément, on doit tout simplement déclarer les objectifs de la convention fiscale internationale. Notamment, l'objectif visé ici, c'est l'élimination de la double imposition internationale, voire même la prévention de l'évasion fiscale internationale. Deuxième élément qu'on peut retrouver dans une convention fiscale internationale, il s'agit des définitions. Donc, il y a des concepts, n'est-ce pas, qu'on peut retrouver dans une convention fiscale internationale qui demandent des explications ou bien des définitions spécifiques. Donc là, on peut clarifier les termes clés. Par exemple, résidence, revenu, établissement stable, ainsi de suite. Donc, il y a des concepts qui méritent d'être définis pour éviter toutes sortes de confusions lors de l'exploitation d'une convention fiscale internationale. Alors, troisième élément qu'on peut retrouver dans une convention fiscale internationale, c'est l'imposition des revenus et des bénéfices. On doit également retrouver des dispositions qui vont montrer comment est-ce qu'on va imposer les revenus ou soit les bénéfices selon qu'il s'agit du pays de résidence, voire même du pays de la source des revenus. Alors, les articles doivent préciser, n'est-ce pas, comment les différents types de revenus, soit les revenus d'emploi ou les revenus professionnels dans le contexte congolais, ou soit les dividendes, les intérêts, les redevances et consorts, comment cela peut être imposé. Donc là, c'est ça en fait ce qu'on peut retrouver dans
l'imposition des revenus ainsi que des bénéfices. Quatrième élément, nous pouvons aussi retrouver les critères de l'établissement stable. Donc, ce critère va définir ce qu'est un établissement stable. Et d'ailleurs, cet établissement stable, c'est un critère clé pour déterminer quand un pays a le droit d'imposer les bénéfices d'une entreprise étrangère. J'ai déjà évoqué le cas de l'établissement stable. On peut encore appeler ça établissement fixe ou permanent. Cela veut dire c'est un principe ou un critère qui permet tout simplement aux États d'imposer les revenus générés par une entreprise étrangère. Donc, on ne peut pas imposer une entreprise étrangère dans un pays sans que cette entreprise, n'est-ce pas, n'a pas une, comment dirais-je, une succursale ou soit un établissement installé dans ce pays-là. C'est ça, en fait, le principe lié à l'établissement stable. Il faut tout simplement tenir compte, n'est-ce pas, de l'établissement stable d'une entreprise se trouvant dans un pays ou dans une nation pour qu'elle soit fiscalisée. Alors, après ça, nous avons également un autre élément qu'on peut retrouver, c'est maintenant les dispositions qui montrent comment est-ce qu'on peut éliminer la double imposition internationale. Et ces dispositions doivent tout simplement mettre, n'est-ce pas, au clair ou prévoir toutes les dispositions ou bien les mécanismes, n'est-ce pas, permettant de réduire ou soit d'éliminer la double imposition internationale, par exemple via l'octroi soit d'un crédit d'impôt ou soit d'exemption de certains revenus. Ok, en parlant de crédit impôt, là nous faisons soit allusion, n'est-ce pas, à la déduction du montant de l'impôt payé dans un autre pays. S'il adviendrait qu'il y ait une entreprise qui œuvre à la fois en RDC, voire même au Canada, si nous tenons compte du critère de crédit d'impôt pour éliminer la double imposition internationale, cela veut dire l'entreprise, si elle a payé des impôts au Canada, lorsque nous allons encore l'imposer, nous allons imposer cette entreprise en RDC, on doit d'abord tenir compte de l'impôt qui a été payé au Canada. Et cet impôt-là viendra en déduction, n'est-ce pas, du montant de l'impôt qu'on va calculer en RDC. On va considérer que l'impôt payé au Canada constitue déjà un impôt payé en avance. C'est ça, en fait, le principe du crédit d'impôt. Et l'exemption, on peut tout simplement exempter tout ce qui est comme revenu réalisé, n'est-ce pas, à l'étranger. Lorsque, par exemple, on va imposer une entreprise, il y a une succursale en RDC et qu'il y a une autre succursale au Canada, nous allons tout simplement imposer, n'est-ce pas, les revenus générés en RDC et on va exempter, n'est-ce pas, tous les revenus réalisés au Canada. Alors ça, c'est parmi les dispositions relatives à l'élimination de la double imposition. Il y aura des exercices qu'on va développer par rapport à ça dans un autre module. Alors, sixième élément qu'on peut retrouver dans une convention fiscale internationale, ce sont les dispositions anti-abus. Alors, en parlant des dispositions anti-abus, là, ce sont des dispositions qui incluent des clauses pour éviter que les entreprises ou les individus n'exploitent pas les conventions à des fins d'évasion fiscale. C'est-à-dire, il peut arriver que dans une convention fiscale internationale, il y a des dispositions qui peuvent permettre, n'est-ce pas, aux bénéficiaires ou soit aux entreprises de ne pas payer les impôts dans tous les deux pays qui ont conclu la convention fiscale en question. C'est ce qu'on peut appeler fiscalement la non-double imposition. Donc, il faut lutter pour que la convention ne puisse pas avoir des dispositions anti-abus, des dispositions qui peuvent créer, n'est-ce pas, la non-double imposition dans les deux États contractants. Voilà. Alors, après ça, nous avons vers la fin ce qu'on peut appeler ici les éléments relatifs aux échanges d'informations. Ça, c'est le septième élément qu'on peut retrouver dans une convention fiscale internationale. Et là, chaque convention fiscale internationale doit prévoir, n'est-ce pas, la coopération entre les administrations fiscales des États signataires
afin de lutter contre l'évasion fiscale. Donc, si la RDC a signé une convention fiscale avec la Belgique, parce qu'en RDC, nous avons une convention fiscale entre la RDC ainsi que le Royaume de Belgique. Nous avons également une autre convention fiscale entre la RDC ainsi que l'Afrique du Sud. Presque dans toutes les conventions fiscales, il y a des dispositions relatives, n'est-ce pas, à l'échange d'informations. Chaque pays doit informer l'autre pays concernant l'évolution des entreprises travaillant dans ces pays-là. Alors, nous avons le tout premier exemple d'une convention fiscale pour éviter la double imposition internationale, voire même pour éliminer tout ce qui est comme évasion fiscale internationale. On nous donne cet exemple, on nous dit un résident français qui perçoit des dividendes d'une entreprise en Allemagne bénéficie de la convention fiscale entre la France ainsi que l'Allemagne. Alors, selon cette convention, l'Allemagne prélève un impôt réduit à la source, ainsi que la France accorde un crédit d'impôt à ses résidents pour éviter la double imposition internationale. Donc ça, c'est le cas d'une convention fiscale internationale. Nous avons un autre exemple ici d'une convention fiscale internationale afin de prévenir tout ce qui est comme double imposition. On nous dit un cadre, par exemple, dirigeant américain qui a été envoyé en mission longue durée au Canada, et cet agent-là, ce dirigeant-là est taxé selon les règles de la convention fiscale entre les États-Unis ainsi que le Canada. Maintenant, si l'individu est présent au Canada pour une période excédant un seuil défini dans la convention, et généralement ici c'est 183 jours, il sera d'office considéré comme un résident fiscal au Canada et ses revenus seront imposés là même au Canada avec évidemment un crédit d'impôt aux États-Unis pour éviter la double imposition internationale. Donc si vous comprenez bien, les exemples qu'on nous donne, c'est toujours autour de voir comment éliminer la double imposition internationale. Presque dans toutes les conventions fiscales que vous pouvez consulter, on est tout simplement en train de chercher comment éviter ou éliminer la double imposition internationale, ainsi que de prévenir tout ce qui est comme évasion ou fraude fiscale internationale. Alors, on peut également vous montrer les rôles des conventions fiscales internationales dans la lutte contre l'évasion fiscale internationale. Ce que nous devons retenir, les conventions fiscales internationales jouent un rôle crucial dans la lutte contre l'évasion fiscale à travers divers mécanismes. Donc, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser pour, n'est-ce pas, lutter contre l'évasion fiscale internationale moyennant une convention fiscale internationale. Alors, la convention fiscale internationale peut élaborer, n'est-ce pas, les stratégies d'échange d'informations. On en a déjà parlé, c'est-à-dire les États sont censés échanger les informations relatives aux entreprises multinationales qui travaillent dans plusieurs États. Cela veut dire presque dans toutes les conventions fiscales internationales, il y a des clauses ou des dispositions qui montrent comment est-ce que la convention fiscale peut lutter efficacement, n'est-ce pas, contre l'évasion fiscale internationale à travers l'échange d'informations entre les pays signataires ou entre les pays contractants. OK? Voilà. Ici, on nous a donné l'exemple du cas d'un programme d'échange automatique de renseignements. Et ce programme-là est soutenu par l'OCDE et qui oblige évidemment les institutions financières à partager des informations sur les comptes financiers détenus par des résidents étrangers avec les autorités fiscales de leur pays d'origine. Donc, pour essayer d'échanger les informations, selon cette stratégie, on peut dire toutes les institutions financières des différents pays dans lesquels les entreprises multinationales sont en train d'œuvrer, que ces entreprises ou bien ces institutions financières sont censées fournir des informations relatives à la santé financière de ces entreprises
pour bien connaître comment ces entreprises évoluent. Nous avons en deuxième position les dispositions anti-abus pour lutter contre l'évasion fiscale internationale. Ici, il sera question tout simplement de vérifier ou de veiller de sorte que les contribuables ne puissent pas bénéficier d'une manière exagérée d'une convention fiscale internationale. Et cela peut arriver lorsque les entreprises ou les individus ne parviennent pas à payer les impôts dans les deux pays concernés. Et cela peut arriver lorsqu'il n'y a pas de dispositions anti-abus. Donc, les entreprises ou les individus peuvent profiter de l'acquis d'une convention fiscale internationale pour ne pas s'acquitter de leurs impôts comme il se doit. Et vers la fin, on va maintenant parler concernant une autre stratégie pour lutter contre l'évasion fiscale internationale. Donc, une convention fiscale peut aussi veiller sur la transparence fiscale. Cela veut dire quoi? Une convention fiscale doit tout faire pour que les administrations fiscales de chaque pays soient au courant de l'évolution, n'est-ce pas, des entreprises concernées. Et ici, on peut parler l'exemple du programme ou du plan BEPS qui a déjà mis, n'est-ce pas, des stratégies pour que les administrations fiscales soient au courant de ce qui se passe au sein des entreprises concernées par les États. Et principalement ici, on fait allusion à la technique ou à la stratégie liée aux échanges d'informations entre les États. Parce que cette stratégie a été récapitulée ou bien a été énumérée dans les plans BEPS. Les plans BEPS prévoient aussi que les États puissent échanger les informations pour assurer la transparence fiscale. Donc, chaque État, chaque pays, chaque administration fiscale doit connaître ce qui se passe, n'est-ce pas, pour les entreprises qui travaillent dans plusieurs États à la fois. Nous avons également la norme FATECA. Cette norme ici a été élaborée aux États-Unis. Donc, selon les États-Unis, toute entreprise d'origine américaine, même si elle travaille dans quel pays, les pays dans lesquels ces entreprises d'origine américaine travaillent ont l'obligation, n'est-ce pas, de fournir les informations financières de cette entreprise aux États-Unis. Et ça a été élaboré dans la norme FATECA. Alors, c'est un peu ça ce que je voulais partager ensemble avec vous. Pour le reste, nous allons poursuivre avec les modules suivants.